Salut, c'est Max et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais te montrer mon portefeuille boursier en ce début de mois de juin. Donc je vais te montrer les différentes actions que j'ai achetées et pourquoi j'ai décidé d'investir dans telle ou telle entreprise. Ensuite, je te montrerai la performance de mon portefeuille que j'ai créé en début d'année. Et en fin de vidéo, je t'indiquerai dans quelles entreprises je vais investir mes 250 euros. Pour rappel, le but de cette vidéo et de ce portefeuille, c'est de te montrer qu'il est possible de battre le marché en sélectionnant minutieusement ses propres entreprises. Et moi, je me suis fixé donc comme objectif de battre le S&P 500 et encore mieux de réaliser un rendement annualisé d'au minimum 12%. Donc, c'est parti. Alors moi pour l'instant j'ai investi dans 4 entreprises qui sont InMode, Mercado Libre, Alibaba et Intel. Donc IBKR là faut pas compter du tout dessus parce qu'en fait c'est Interactive Broker m'a donné des actions IBKR lorsque j'ai ouvert mon portefeuille. Donc pour la lisibilité il faudrait même que je vende ces positions pour ne plus en parler. De toute façon ça représente pas grand chose, ça représente que 10 euros sur l'ensemble de mon portefeuille. Donc on va commencer avec InMode. Donc InMode, c'est une entreprise israélienne qui produit du matériel médical pour la chirurgie esthétique. Donc moi déjà la première question que je me suis posée c'est comment va évoluer la chirurgie esthétique au cours des prochaines années. Bon, honnêtement, on ne va pas se cacher, on est dans un monde où la plupart des gens font de plus en plus attention à leur apparence et donc le nombre de chirurgies esthétiques augmente d'année en année. Cependant, on va dire que le principal défaut de la chirurgie esthétique actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de chirurgies où vous allez devoir passer quelques jours à l'hôpital suite à l'opération pour pouvoir récupérer. Cependant, InMode a décidé en fait de créer du matériel ce qu'on appelle non invasif. C'est-à-dire que lorsque vous allez réaliser une chirurgie en passant par du matériel InMode, dans ce cas-là, et bien en fait, vu que la technologie utilisée, elle est à base, je crois, de laser principalement, et bien du coup, une fois l'opération réalisée, vous allez pouvoir repartir directement chez vous. Donc ça, c'est vraiment une technologie qui est très novatrice et donc du coup, qui, je pense, va se démocratiser au cours des prochaines années. Cependant, InMode, on ne va pas se cacher, vu que c'est une entreprise israélienne, il y a actuellement différents problèmes, donc liés à la fois à la guerre entre Israël et la Palestine. De plus, l'entreprise a actuellement un procès au cul parce qu'elle a réalisé de la concurrence déloyale. En gros, pour vendre un maximum de ses produits, elle a décidé d'appliquer des réductions très importantes. Donc là, actuellement, ça pose pas mal de soucis. Et en plus, InMode, vu que c'est une entreprise dans le domaine médical, elle est obligée d'indiquer toutes les personnes qui ont eu des lésions suite à l'utilisation de son matériel. Et ça, en fait, elle ne l'a pas déclaré à temps. Et donc, encore une fois, quand il y a autant d'incertitudes et autant de, on va dire, tromperies de la part de l'entreprise, forcément, ça ne plaît pas aux investisseurs. Et donc, du coup, la valorisation de l'entreprise chute. Et moi, justement, en tant qu'investisseur, c'est vraiment dans ce genre d'entreprise que j'aime investir. C'est-à-dire trouver des entreprises avec des fondamentaux solides, mais qui ont actuellement des problèmes court terme. Et quand vous avez ces deux facteurs qui sont réunis, et bien là, vous avez tout pour réaliser de bons rendements par la suite. Et je vais te montrer pourquoi en fait InMode, c'est une entreprise très solide. Regarde tout simplement ici. Donc comme on peut le voir ici, la dette long terme de l'entreprise, qui est à ce niveau quasiment inexistante. Toujours une croissance de son chiffre d'affaires, parfait. Une croissance de son résultat net et ici de son free cash flow. C'est bien. Ici, des indicateurs de rentabilité excellents avec un ROIC là supérieur à 20%, c'est tout simplement fabuleux. Et regardez en plus ces marges, des marges ici brutes de 83% et des marges nettes conséquentes de quasiment 40%. Donc ça, c'est parfait, c'est vraiment dans ce genre d'entreprise qu'on aime investir. Cependant, attention, le seul point noir de cette entreprise, ça a été la dilution de ses actions. Comme on peut le voir ici, au cours des 5 dernières années, il y a eu quasiment 25% d'actions en circulation supplémentaires. Donc ça, c'est pas ce qu'on aime voir. Cependant, je vais te montrer ici pourquoi ça ne me fait plus forcément très peur. Comme on peut le voir ici, il y a eu une forte augmentation du nombre d'actions entre 2018 et 2019, idem entre 2019 et 2020, et allez, on va dire un tout petit peu entre 2020 et 2021. Mais depuis 2021, comme on peut le voir, et en fait, ça se stabilise aux alentours des 86 millions d'actions.
Et donc là, comme on peut le voir, je me dis que bon bah là, la dilution de cette entreprise semble s'estomper. Donc là, vu que cette dilution ne me fait plus du tout peur, et ben en fait l'entreprise InMode coche actuellement toutes les métriques que je recherche. Maintenant, si on regarde rapidement au niveau de sa valorisation, en gros le marché il s'attend à ce que au niveau de la chirurgie esthétique environ c'est une croissance annualisée pas loin des 10% par an. Et les analyses, je regardais, ils s'attendent eux à ce que InMode croît entre au minimum 7 à 8% par an. Donc moi je me suis fixé ces estimations qui sont à mon sens relativement faiblardes, mais c'est pas grave, très conservatrices. On analyse tout ça et ça nous donne quoi? Bah voilà, tout est ouvert ici. Donc là actuellement, même pour les estimations les plus basses, vous réaliseriez quand même un rendement de 14,37% par an. Donc là pour ma part, j'estime que le ratio rendement sur risque est plus qu'intéressant pour cette entreprise, donc c'est pour cette raison que j'ai investi dessus. Maintenant, au niveau de ma seconde position, c'est Meli, donc Mercado Libre. En gros, Mercado Libre, c'est le pendant d'Amazon, mais sauf que là, on est pour l'Amérique latine. Quand on regarde ici, et ben, là, encore une fois, une dette maîtrisée, moins de 2 années de free cash flow pour la rembourser, une croissance de son chiffre d'affaires, de son résultat net ici et de son free cash flow. Regardez bien ici les croissances actuellement, pour vous dire à quel point c'est une entreprise relativement importante et qui croît. Des croissances annualisées ici, au cours des 10 dernières années, on est à 41% de croissance annualisée et au cours des 5 et 3 dernières années, on est aux alentours des 50% au minimum. Donc c'est énorme. Là, l'entreprise s'étend énormément actuellement. Des indicateurs ici de rentabilité excellents, franchement. Si vous comparez à un Amazon, bah, c'est beaucoup mieux. Et pareil, ici, une marge qui augmente. Là, au cours des 5 dernières années, on était à 4%, donc pas forcément beaucoup, mais cette année qui est passée à 7%, donc c'est relativement pas mal. Légère dilution, mais bon, là, 2% d'actions supplémentaires en 5 années, c'est pas grand-chose. Maintenant, si on regarde les analystes, eux, ils s'attendent à une forte croissance ici de son bénéfice par action, qui doublerait en 1, 2, 3, en 4 années, donc ce qui est plus que doublé même en 4 années, donc c'est excellent. Et ici, un chiffre d'affaires qui passerait de quasiment 20 milliards à 35 milliards, ce qui correspond ici à une augmentation, regardez là, on a une augmentation de plus de 20% annualisée. Donc là, c'est énorme. Maintenant, si moi, je mets ici l'outil pour analyser tout ça, moi, ça me donne quoi? J'ai réalisé ces estimations. Est-ce qu'elles sont conservatrices? Probablement au niveau du chiffre d'affaires. Ensuite, au niveau des marges, bah, faut voir. Est-ce que l'entreprise réussira à faire 25 ou 30%? À voir au cours des prochaines années. Et je me suis mis encore une fois des marges un peu plus importantes, ici 13, 15 et 17. Si j'analyse, ça nous donne quoi? Bah voilà, ça nous donne ces chiffres. Moi personnellement, je vais plus me fier ici aux marges sur le free cash flow. Autant le résultat net, bon, c'est une métrique qui peut être manipulée par les comptables, autant le free cash flow, c'est plus compliqué. Donc moi pour ma part, voilà, Mercado Libre pour moi c'est une entreprise qui est très intéressante à posséder en portefeuille, qui en plus semble relativement correcte et bien valorisée. Si vous vous fiez aux marges sur le free cash flow et que les estimations basses se réaliseront au cours des 10 prochaines années, dans ce cas-là, vous réaliseriez presque un rendement de 14% encore une fois, donc c'est relativement important. Donc voilà, encore une fois, c'est pour cette raison que j'ai décidé d'investir dans cette entreprise. Ensuite, Alibaba. Une entreprise d'e-commerce chinois qui encore une fois, bah là, on va pas se gâcher, beaucoup d'incertitudes vis-à-vis de cette entreprise, du fait qu'elle soit chinoise. Principalement, c'est principalement lié à ça que cette entreprise est actuellement massacrée en bourse. Si on regarde les fondamentaux, c'est vraiment en fait les fondamentaux le plus important lorsque vous investissez. Ne vous fiez pas en fait à la valorisation d'un actif, fiez-vous aux fondamentaux de l'entreprise. Et c'est vraiment grâce à ces fondamentaux et à ces cash flows futurs que vous allez pouvoir prédire si c'est une entreprise de bonne qualité et si vous allez pouvoir réaliser de bons rendements dans le futur. Donc encore une fois ici, un endettement maîtrisé, une année et 6 mois pour rembourser sa dette long terme, parfait. Une croissance de son chiffre d'affaires. Par contre, attention, le résultat net, lui, est en décroissance, mais le free cash flow, lui, a augmenté. Donc ça, c'est ce qu'on aime voir, quand le free cash flow augmente plus vite que le résultat net. Donc là, ça ne me fait pas peur là-dessus. Des indicateurs de rentabilité qui sont, on ne va pas se cacher, relativement faiblards actuellement.
Mais voilà, c'est une entreprise qui réinvestit quand même pas mal d'argent et qui est vraiment en phase d'expansion, dont je pense que plus les années vont passer, plus ces indicateurs de rentabilité vont s'améliorer. Donc voilà, l'entreprise qui a décidé, c'est vrai, récemment de verser un dividende à ses actionnaires, donc 2,53 milliards. Est-ce que ce dividende est pérenne dans le temps? On va calculer directement, nous, son payout ratio. Donc si on fait 2,53 $ divisé par le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années qui est de 22 milliards 50 fois 100, on est ici à 12%. Moi personnellement, ce que je recherche, c'est une entreprise avec un payout ratio d'au maximum 50% pour qu'elle utilise la majeure partie de son free cash flow pour soit rembourser sa dette, réinvestir en elle-même, racheter ses actions ou réaliser des acquisitions. Donc là, c'est parfait. Actuellement, le dividende de l'entreprise Alibaba est pérenne dans le temps et pourra être largement augmenté d'année en année. Et là, ici, comme on peut le voir, hop là, des indicateurs, pas des indicateurs, mais des marges brutes de 47% et des marges nettes ici de 13% au cours des 5 dernières années, 8% au cours de la dernière année. Donc c'est nickel, comme je vous le dis là actuellement, c'est des marges bien meilleures qu'Amazon. Donc c'est une entreprise qui est bien meilleure qu'un Amazon actuellement. Donc c'est parfait. Et en plus, pour couronner le tout, l'entreprise rachète ces actions, donc ça c'est un truc que j'aime bien. Ils ont augmenté en plus leur programme de rachat d'actions depuis que l'entreprise est massacrée en bourse depuis ces 2-3 dernières années. Ils en rachètent continuellement, donc ça c'est quelque chose qu'on aime voir. Maintenant au niveau des analystes, eux, ils s'attendent à une croissance principalement de son chiffre d'affaires aller aux alentours des 8% annualisés. Ce qui n'est pas déconnant pour une entreprise comme Alibaba, avec une croissance déjà de base du PIB chinois qui est relativement importante, bien plus que ce que pourrait l'être la croissance du PIB pour les Américains. Donc pour Alibaba, je me suis fixé ces estimations. Donc là, honnêtement, je pense qu'elles sont très conservatrices, mais encore une fois, c'est pas grave. Un rendement de minimum 13%, 15-17%. On analyse, ça nous donne quoi? Encore une fois, ça nous donne ces chiffres. Donc si vous pensez que les estimations basses se réaliseront, en vous fiant aux marges sur le free cash flow, vous réaliseriez un rendement de plus de 17%, donc ce qui est incroyable. Donc encore une fois, c'est pour cette raison que j'ai acheté cette entreprise. Et enfin, la dernière entreprise n'est autre que Intel. Donc Intel, je pense que vous la connaissez tous, mais c'est une entreprise de semi-conducteurs qui était leader dans son domaine il y a encore il y a quelques années de ça, et petit à petit en fait elle s'est fait rattraper par des concurrents qui sont principalement Nvidia ou AMD par exemple. Pourquoi? Principalement l'entreprise a manqué d'innovation au cours des dernières années, elle n'a pas forcément investi dans sa R&D, ou du moins pas autant que les autres, et donc du coup ça se traduit par des pertes de parts de marché petit à petit. En plus, l'entreprise était relativement concentrée sur le marché du PC, donc ils fabriquaient principalement des microprocesseurs pour les ordinateurs de bureau fixes et portables. Cependant, on va dire qu'il y a eu une forte vente des ordinateurs pendant le Covid, parce que les gens forcément ils étaient chez eux, donc ils avaient besoin de matériel informatique. Sauf que depuis, vu qu'il y a eu ce renouvellement du matériel informatique depuis 2 ans, les ventes de PC ont diminué et forcément ça a impacté Intel qui avait, je crois que c'était plus de 50% de son portefeuille qui était basé sur les ventes de PC. Donc voilà, donc l'entreprise actuellement navigue en eau trouble. Cependant, elle investit massivement dans de nouveaux centres pour confectionner justement ces microprocesseurs. Elle se penche petit à petit aussi sur l'IA. Donc je ne pense pas que l'entreprise réussira à récupérer sa place de leadership. Avec les différents investissements qu'elle a réalisés, je pense qu'elle continuera à profiter de ce monde qui est de plus en plus connecté, et donc on va avoir besoin de plus en plus de microprocesseurs. Donc de base, l'entreprise devrait profiter de cette expansion du secteur. Donc comme on peut le voir ici, là, les fondamentaux, si on se fie à ces dernières années, ils sont mauvais. Comme on peut le voir, la dette pas du tout maîtrisée, le chiffre d'affaires, le résultat net, le free cash flow qui sont en diminution. Là, des indicateurs de rentabilité, il n'y en a quasiment plus actuellement sur cette entreprise. Et ils ont racheté moins de 1% de leurs actions au cours des 5 dernières années. Donc là, il n'y a pas forcément grand-chose de bon dans cette entreprise. Alors personnellement, je suis persuadé que cette entreprise va se relever. Donc je pense que cette entreprise réussira à regagner des parts de marché
et à devenir et à redevenir, du moins parce qu'elle l'était avant, rentable comme elle pouvait l'être au cours des années 2018-2019 par exemple. Maintenant, au niveau des analystes, eux, qu'est-ce qu'ils s'attendent? Comme on peut le voir ici, voilà, ils s'attendent à une forte croissance de son bénéfice par action. Donc ce qui n'est pas déconnant, hein, tellement il a été divisé par... il était même négatif au cours des dernières années. Et pour la croissance de son chiffre d'affaires, voilà, il s'attendait à une croissance, regardez, relativement importante quand même. Hein. Une croissance annualisée pas loin des 10%, donc ce qui n'est pas mauvais. Moi, pour ma part, pour mes estimations, je vais être un peu plus conservateur. Je vais me fixer ici du 4, 6, 8. Au niveau des marges, donc ça, c'est des marges que l'entreprise réussissait à réaliser avant son déclin. Je pense qu'elle arrivera de nouveau à récupérer ses marges. La question à se poser maintenant, c'est dans combien de temps? Est-ce que ça va être au cours des 3-4 prochaines années ou au contraire, il va falloir attendre beaucoup plus de temps, attendre, je sais pas, 8-10 ans? Ça, seul l'avenir pourra nous le dire. Si on analyse tout ça, ça nous donne quoi? Voilà, ça nous donne ces chiffres. Donc actuellement, l'entreprise serait un bon prix d'achat si vous croyez aux estimations moyennes ou hautes. Cependant, si les estimations basses se réaliseront, dans ce cas-là, il faudrait attendre que l'entreprise chute à 23,50 $. Donc moi, pour ma part, j'avais acheté l'entreprise aux alentours des 31 $ environ. Donc voilà, donc c'était pour cette raison que je l'avais acheté. Maintenant, on va aller regarder les performances de mon portefeuille depuis ces 5 derniers mois. Donc, non, pas du tout, c'est ici. Tac, tac, tac. Donc, pour l'instant, au niveau des performances, on va pas se le cacher. Hop, et rendement annualisé. Voilà. Donc, on va pas se le cacher. Pour l'instant, on ne bat pas du tout le marché. Je vais vous mettre comme ça, voilà, pour que vous voyez un peu mieux. Donc là, depuis la création du portefeuille, le S&P 500 a fait 27% d'augmentation, tandis que mon portefeuille a chuté de quasiment 7%. Donc là, on est très loin de battre le S&P 500 et encore moins de faire les 12% de rendement annualisé. Cependant, attention, là, on regarde que sur du court terme. Ce portefeuille, il a été créé le 5 février 2024, donc ça fait vraiment que 5 mois. Autant vous dire qu'en 5 mois, on ne peut rien en conclure sur une stratégie d'investissement. Lorsque vous êtes un investisseur long terme, il va falloir attendre au minimum 2-3 ans, et encore même 2-3 ans, ça reste relativement faible. Il faudrait même plus attendre quasiment les 5 années pour voir vraiment si la stratégie est efficace. Pour ma part, de toute façon, je vais continuer cette stratégie. Moi, c'est celle qui fonctionne pour moi. Donc voilà, donc par rapport maintenant aux différentes entreprises qu'on a vues et par rapport à celles que j'ai en watchlist, actuellement les entreprises en watchlist, j'en ai aucune qui rentre dans mes critères d'achat au niveau de la valorisation. Donc ce que je vais faire, moi pour ma part, je vais de nouveau renforcer certaines des actions que j'avais achetées et je vais en renforcer 3. Donc ce que je vais faire, je vais investir donc du coup sur mes 250 €. Donc ce qui correspond ici, donc c'est 538 € divisé par 2, parce que j'en ai mis un peu plus, voilà. Sur mes 270 $ là quasiment, en gros je vais en investir 135 sur l'action Alibaba. Et ensuite je vais en réinvestir les 25 autres % sur deux entreprises qui sont InMode, donc 67 $ sur InMode et 67 $ sur l'entreprise Mercado Libre. Donc voilà. C'était Maxime, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas toi à me dire dans les commentaires ce que tu penses de mon portefeuille. Est-ce que tu as plus ou moins la même approche vis-à-vis de l'investissement? Est-ce que toi aussi tu aurais investi ou non dans ces entreprises? Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!